Merci d'être avec nous, Cédric Perrin, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élu du territoire de Belfort, membre du groupe Les Républicains, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et pendant cette demi-heure, on va évidemment revenir sur ces 1 an de guerre en Ukraine. D'abord, qu'est-ce qui vous marque le plus au bout de ces 1 an de conflit ? Je crois que, comme tout un chacun, ce qui me marque le plus, c'est cette guerre qui finalement est dans bien des domaines, je pense, comparable à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, avec une guerre qui est en train de s'enterrer, une guerre de tranchées. Et finalement, on revient aux fondamentaux de la guerre, où alors qu'on pensait que les guerres seraient technologiques, aujourd'hui, finalement, elles restent éminemment humaines, d'un point de vue, en tout cas, des pertes. Et ce qui me marque beaucoup, c'est évidemment ce bouleversement de l'ordre mondial qui est en train de se mettre en place et dont on n'a encore pas vu toutes les conséquences, bien entendu. Ouais, et on va en parler tout à l'heure avec Julien Bonnefoy, qui sera avec nous depuis Clermont-Ferrand pour vous interroger sur ce sujet. Mais on va évidemment parler de la question militaire, de la question des armes, puisque vous avez particulièrement travaillé sur ce sujet. Est-ce que la France est très à la traîne en matière de livraison d'armes à l'Ukraine ? Écoutez, j'ai coutume de dire que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et qu'aujourd'hui, compte tenu du modèle d'armée que nous avons construit depuis 20-30 ans, peut-être plus, qui était un modèle d'armée qui avait vocation à être un modèle expéditionnaire sur des guerres choisies et pas sur des guerres subies, il est bien évident que notre modèle a été constitué avec ce que certains expliquent un modèle assez échantillonnaire, c'est-à-dire une armée parfaitement aguerrie, compétente, dotée de matériel qui sont parfois du matériel très technologique, mais en quantité malheureusement insuffisante. En tout cas suffisante pour les opérations que nous menions jusqu'à présent. Mais depuis le 24 février dernier, le monde a changé malheureusement, et il faut que maintenant l'armée française s'adapte et reprenne en tout cas de la masse et du volume en termes d'armes et de munitions. Sur ce qu'on a livré, parce qu'après on va évidemment parler des conséquences, c'est l'objet de votre rapport, des conséquences de ce qu'on livre sur l'armée française, mais sur ce qu'on doit livrer à l'Ukraine, Sébastien Lecornu a annoncé des livraisons de chars pour la fin de la semaine, c'est-à-dire là en ce moment. Est-ce qu'on n'a pas trop tardé à livrer ces chars ? Écoutez, l'armée française dispose d'environ 220 chars sur le papier, donc pas forcément en état de fonctionnement. Et donc c'est compliqué d'arriver à constituer j'allais dire des bataillons de chars qui soient cohérents quand on a d'un côté des Challenger, de l'autre côté des Léopards et ensuite des Leclerc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une entente européenne ou occidentale en tout cas sur le type de matériel qui sera livré, de manière à ce que les Ukrainiens aient le matériel le plus efficient, le plus efficace, et qui leur permettra de tenir en tout cas ce qu'on appelle le MCO, le maintien en condition opérationnelle du matériel de manière efficace. Parce que si vous avez une multitude de matériel, c'est compliqué. Les chars sont des matériels fragiles qui nécessitent beaucoup d'entretien et de changement de pièces. Et donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit cohérent. Et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que l'Union européenne s'est suffisamment concertée pour faire des envois cohérents à l'Ukraine ? Écoutez, moi je pense qu'une des leçons qu'on doit tirer de cette guerre en Ukraine, c'est aussi la capacité de l'Union européenne à travailler, même s'il y a des choses qui peuvent être critiquables, à travailler de concert. Et je pense que c'est absolument pas ce que Vladimir Poutine attendait. Et on l'a vu au lendemain du déclenchement de la guerre, il y a pile 1 an, l'Union européenne, l'OTAN se sont mobilisés, l'ont fait de manière assez remarquable. Entendre, je ne sais pas. En tout cas, il y a des tiraillements qui sont dommageables. Mais ce que cette guerre nous apprend aussi, c'est qu'il faut que nous ayons des matériels qui soient interopérables, qui puissent être en tout cas utilisés par tout un chacun. Et donc c'est à ce à quoi il faut qu'on travaille. Mais pour avoir du matériel interopérable, du matériel qui soit un peu, j'allais dire, identique dans chaque pays, il faut que nous arrivions à travailler en partenariat avec nos voisins et amis européens, ce qui est particulièrement compliqué. Je pense que cette guerre en Ukraine, elle rebat les cartes. Quand je disais tout à l'heure que ce qui me marquait, c'était le bouleversement de l'ordre mondial, c'est aussi le bouleversement de l'ordre économique mondial. Et aujourd'hui, cette guerre en Ukraine et le développement de l'OTAN, en tout cas le réveil de l'OTAN d'un point de vue militaire chez nous, c'est aussi malheureusement la conséquence, ça va être aussi l'arrivée des Américains avec leur matériel. Quand les Américains promettent aux pays qui donneront des Léopards ou des chars, n'importe quel char à l'Ukraine, de remplacer ces chars par des chars Abrams,
il faut bien comprendre que la logique, elle est aussi économique derrière. C'est-à-dire que c'est mettre un coin significatif dans le projet de char du futur que les Allemands et les Français sont en train de mettre en œuvre, parce que demain, les gens qui auront des Abrams choisiront d'acheter des Abrams plutôt que des chars franco-allemands. Donc ça veut dire que les États-Unis profitent de cette guerre pour imposer son industrie militaire à l'Europe ? De toute façon, moi je suis membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'ai été rapporteur général de la Commission Sécurité et Défense, et j'ai toujours considéré, même si je pense fondamentalement que l'OTAN est capital, j'ai toujours pensé que l'OTAN était aussi un outil de domination économique des États-Unis sur l'Europe, et une manière pour eux en tout cas d'imposer leur industrie de la défense en Europe. On le voit dans les pays de l'Est, on le voit, voilà, la réassurance aujourd'hui de l'Europe, les Européens hors la France la doivent et la devront, et c'est ce qu'ils essaient en tout cas de dire de plus en plus aux Américains. On va continuer à parler des conséquences des livraisons d'armes sur notre armée, mais un dernier mot sur ce qu'on livre, ou sur ce qu'on ne livre pas plus précisément, puisqu'Emmanuel Macron reste très flou sur les livraisons d'avions. Il dit que rien n'est exclu. Est-ce que la position française vous semble compréhensible ? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas non plus en faire trop de publicité. Je pense qu'à un moment donné, ce genre de choses qui a vocation quand même largement à exciter en tout cas les Russes doit rester discret. Je pense qu'on en fait un peu trop et qu'on doit donner l'information. Je pense que... C'est qui c'est la France ou ce sont les pays, non, les membres de l'Union européenne en général. Je pense que les parlements devraient être davantage informés, c'est le cas en tout cas en France, de ce qui se passe, mais pas forcément d'avoir un débat public sur cette question. Après, la France livre du matériel parfaitement, en tout cas, j'allais dire combat proven, en tout cas, mais en quantité insuffisante parce qu'elle n'a pas les moyens d'en livrer plus. Enfin, quand on livre des lance-roquettes unitaires à l'Ukraine, il faut savoir quand même que la totalité de l'armée française dispose, sur le papier en tout cas, de 12 lance-roquettes unitaires, et qu'au final, il y en a moins que ça qui sont opérationnels. Donc, on ne peut pas en livrer davantage. Sur les chars, c'est pareil, je parlais de 222, peut-être 160 qui fonctionnent, je ne sais pas exactement, mais donc on ne peut pas non plus en livrer des quantités astronomiques. Et justement, on va voir tout ça. A-t-on les moyens de livrer plus d'armes ? Quelles conséquences sur notre armée ? Vous avez travaillé sur ce sujet, vous avez publié un rapport. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Marion Delpech. Bonjour Oriane. Merci beaucoup. Bonjour Cédric Perrin. D'être avec nous, Marion. Plusieurs rapports parlementaires alarmants ont été récemment consacrés au stock d'armes dont dispose la France. Oui, effectivement. Il n'y a pas moins de 3 rapports qui ont été rendus ces dernières semaines, 2 venus de l'Assemblée nationale et un réalisé par des sénateurs, dont vous, Cédric Perrin. Dans celui des sénateurs, on fait ainsi la liste précise de nos équipements les plus importants. La France dispose par exemple de 222 chars de combat, 18 systèmes sol-air et 253 avions de combat. Par ailleurs, concernant les armes françaises livrées à l'Ukraine, même si le gouvernement ne communique pas vraiment ces chiffres, on estime qu'une trentaine de canons, dont 18 César, ont été livrés, des missiles anti-chars également, des engins blindés équipés de canons. La Russie et l'Ukraine ont respectivement déjà perdu en 1 an de conflit 1642 et 449 chars de combat, 88 et 86 systèmes sol-air et 69 et 56 avions de combat. Les parlementaires sont très prudents sur le niveau de préparation du pays face à une guerre de haute intensité. Le rapport sénatorial en appelle ainsi à des engagements fermes de l'État en termes de commandes, de relocalisation stratégique, comme par exemple les poudres propulsives pour renouveler des stocks existants. Et c'est une demande qui a été entendue par le gouvernement, Marion. Oui, tout à fait, Oriane. Hier, le ministre des Armées a annoncé à nos confrères du Parisien que la France allait bientôt relocaliser sa production de poudre explosive pour les obus. Sébastien Lecornu a reconnu que l'Ukraine allait connaître des besoins importants dans les semaines et mois à venir. Et c'est l'héritier de la Société nationale des poudres et explosifs, l'entreprise publique Eurenco, qui va investir 60 millions d'euros, dont 50 seront autofinancés sur son site de Bergerac. Comment accueillez-vous cette annonce, Cédric Perrin ? Écoutez, je l'accueille bien, et vous venez de rappeler que c'était un rapport parlementaire qui est sorti le 9 février dernier qui demande justement à ce qu'on travaille à la relocalisation en France de la fabrication des poudres, parce que je rappelle que pour le moment nous les achetons intégralement à l'étranger, et que dans des périodes comme celle que nous vivons aujourd'hui, les pays étrangers ont tendance à plutôt favoriser leur propre industrie avant de livrer les industries étrangères. Donc moi je pense que c'est une excellente nouvelle et qu'il faudrait la suivre également sur peut-être d'autres productions de matériel militaire. Lesquelles ?
Écoutez, on a abandonné quasiment des pans entiers de notre industrie militaire depuis 20-30 années parce qu'on considérait qu'un certain nombre de produits n'étaient pas souverains et qu'on pouvait parfaitement aller les acheter à l'étranger. Ce que je ne cesse de rappeler à la Commission, c'est que derrière ces industries, il y a quand même des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Et donc, il y a des emplois. Et il y a l'aspect souverain, mais il y a aussi l'aspect industriel, l'aspect humain, l'aspect expertise, l'aspect expérience, et tout ça, c'est évidemment fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France a plus de souveraineté dans le domaine de l'industrie militaire ? Non, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On a des entreprises extrêmement compétitives. Dans quel domaine on est encore souverain ? On a des entreprises qui fabriquent du matériel lourd. On a Nexter qui fabrique aujourd'hui le Griffon, le Jaguar, le Serval, qui fabrique le César, qui fabrique des munitions. On a MBDA qui fabrique des munitions de haute technologie particulièrement vendues dans le monde. On a Thales qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la défense. On a Dassault qui est un exemple extraordinaire. On a Airbus. On a énormément d'entreprises. Et puis derrière tout ça, on a 4000 petites PME et ETI qui constituent un tissu industriel de l'ordre de 200 000 emplois directs et je pense en tout cas au moins autant d'emplois indirects, c'est-à-dire bientôt l'équivalent de l'industrie automobile quand même, qui sont des boîtes qui fonctionnent très très bien et qui savent faire beaucoup de choses. Donc soyons positifs. On va continuer à parler de ça. Je remercie Marion. Merci Marion. À tout à l'heure. Oui, on se revoit pour parler du parcours du président ukrainien depuis le début de la guerre. Exactement, ce sera dans le club. Merci Marion. On va continuer à parler de ce sujet avec vous, Cédric Perrin, parce que c'est aussi l'objet de votre rapport. Entre les questions de souveraineté et puis les questions de livraison d'armes, est-ce qu'aujourd'hui, la France serait prête à faire face à un conflit armé ? Je crois qu'il faut mesurer nos propos. J'entends ce que vient de dire votre collègue en comparant l'attrition de la guerre en Ukraine avec le nombre de matériel dont on dispose. Mais en fait, on ne peut pas vraiment présenter les choses comme ça parce que la France est un pays en Europe, le seul pays de l'Union européenne qui est un pays doté de la dissuasion nucléaire, de l'arme nucléaire. Et donc ça change la donne. Et donc évidemment dans un conflit majeur comme celui-là nous serions engagés mais nous serions engagés avec nos alliés, avec nos partenaires et donc évidemment qu'il faut avoir une réflexion qui englobe en tout cas cette coopération avec nos partenaires européens. Nous n'aurions pas évidemment si la Pologne achète des milliers de chars et des milliers d'avions, c'est parce qu'elle imagine avoir une grosse attrition. Notre cas est différent. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui il faut prendre en considération le fait que nous devons marcher sur nos deux jambes, d'un côté la dissuasion mais de l'autre côté le conventionnel. Et le conventionnel, il nécessite évidemment une remontée en puissance. Si demain nous devions être appelés, évidemment personne ne le souhaite, mais au titre de l'article 5 de l'OTAN à la solidarité en termes d'intervention sur un pays de l'Est de l'Europe ou autre, on le ferait avec nos alliés, mais on le ferait aussi avec notre propre matériel. Donc ça nécessite évidemment qu'on ait une remontée en puissance, qu'on travaille sur la question des munitions, c'est une question absolument fondamentale aujourd'hui, et qu'on soit aussi capable d'être un allié exemplaire au sein de l'OTAN. Un allié exemplaire, c'est un allié qui est capable d'aider ses partenaires, en apportant notamment des munitions, en apportant du matériel pour soutenir, lorsqu'on n'est pas co-belligérant, pour soutenir un certain nombre de conflits, et c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Donc on a besoin de remonter en puissance, mais on n'est pas non plus c'est-à-dire complètement démunis. Aujourd'hui, les stocks de l'armée sont adaptés, sont suffisants ? Alors je vais vous faire on m'a dit pendant le rapport, oui, nos stocks sont adaptés pour le nombre de pièces dont on dispose. Voilà, j'ai tout dit. Ouais. Donc effectivement, il y a qu'est-ce qui fait le plus défaut aujourd'hui à l'armée ? Écoutez, on a un vrai sujet sur la défense sol-air. Clairement, vous avez vu, on a parlé de 18 pièces. On a un sujet sur l'artillerie. On a moins de 100 pièces d'artillerie au catalogue. C'est-à-dire qu'en termes je vous expliquais tout à l'heure que pour les LRU, entre ce dont on dispose au catalogue et ce qui fonctionne, lance-roquettes LRU, unitaire, et ce dont on dispose, il y a évidemment de la marge. Donc, oui, on a une armée qui est plutôt échantillonnaire. On n'a pas suffisamment d'avions, on n'a pas suffisamment de chars pour un conflit comme celui de l'Ukraine. Mais après, il faut aussi définir la stratégie qu'on veut mettre en place. Et moi, c'est ce que je dis depuis le début. On va voter la LPM bientôt ici au Sénat. Et la loi de programmation militaire, pardon. Ce que je dis clairement, c'est que c'est la stratégie qui doit faire le budget et pas le budget qui doit faire la stratégie, parce que sinon, on a une stratégie qui est contrainte. Et donc, ce que nous attendons aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'il nous explique quelle est la stratégie qu'il veut mettre en place pour que derrière, nous définissions en tout cas les moyens que la loi de programmation militaire va offrir à nos armées. Alors, le président de la République a annoncé un budget le 19 janvier dernier, je crois, de 400 milliards d'euros. Pour vous, il fait les choses à l'envers ?
je ne dis pas qu'il fait les choses à l'envers, mais je pense qu'il serait plutôt urgent aujourd'hui de définir la stratégie et ensuite de discuter du budget qu'on va mettre derrière. Mais 400 milliards d'euros, ça vous paraît un budget suffisant ou il en faut plus ? J'ai été épinglé par certains grands quotidiens nationaux, enfin épinglé, façon de parler, comme étant le seul parlementaire qui ne se gargarisait pas de cette annonce présidentielle. Pour une raison assez simple, c'est que je pense il y a un certain nombre de phénomènes que nous n'avons pas pris en compte, enfin en tout cas qui ne sont pas suffisamment de mon point de vue pris en compte. C'est l'inflation d'abord, parce que quand vous avez un budget à 400 milliards, ça vous fait une moyenne annuelle de l'ordre de 57-58 milliards d'euros. Quand vous avez une inflation à 6%, ça vous fait tout de suite déjà 3 milliards qui disparaissent. Or les 3 milliards, c'est 2 fois l'augmentation que le budget de la défense a subi entre 2017 et 2022. Donc c'est pas une paille. On ne parle pas là d'épiphénomènes. Donc tout ça, c'est pas forcément pris en compte. Et puis derrière tout ça, on a l'urgente nécessité d'une remontée en puissance. Donc oui, c'est une histoire de choix, mais je ne suis pas à dire non plus que l'augmentation n'est pas importante. Elle est considérable, mais est-ce qu'elle est suffisante ? Je ne sais pas. Je pense que pour avoir un modèle d'armée complet, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, je pense qu'on est un peu en deçà de ce qui serait nécessaire. Ouais, lors de ses vœux dont vous parliez, où il a annoncé ce budget, Emmanuel Macron a dit que l'objectif était d'avoir une guerre d'avance. C'est un vœu pieux pour vous ? Une guerre d'avance, ça veut dire quoi ? Je pense que surtout, ce qu'il faut, c'est anticiper les conflits futurs et être capable d'y répondre. La grande discussion qui aujourd'hui fait rage, c'est celle de la technologie ou de la masse. On a démontré dans ce rapport que la technologie est fondamentale, mais que la masse, une fois que le conflit est engagé et qu'on est dans une guerre de haute intensité, la masse est importante pour pouvoir durer. C'est le problème aujourd'hui de l'Ukraine, la capacité de durer, parce qu'aujourd'hui, le problème en Ukraine, il est numérique. C'est-à-dire qu'on a deux armées qui s'affrontent, évidemment, c'est un peu le petit pousset qui se bat. Voilà, donc aujourd'hui, la difficulté de l'armée française, c'est de gagner cette masse et de conserver cette technologie, parce que la Russie, par exemple, si on prend l'exemple de la Russie, a une stratégie qui consiste à pilonner de manière intensive et massive l'armée adverse avec des quantités astronomiques de matériel. On a à peu près 6000 obus 155 qui sont malheureusement tirés tous les jours, alors que nous, on en fabrique 5000 par an. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on gagne en efficacité, que peut-être nous ayons du matériel beaucoup plus efficace pour avoir à moins en utiliser pour tirer au but immédiatement. Donc voilà, il y a des discussions aujourd'hui qui sont celles-là et qui, je pense en tout cas, feront que la loi de programmation militaire, quand elle arrivera au Sénat, sera absolument passionnante et nécessitera des débats qui, je pense en tout cas au Sénat, montreront que la majorité sénatoriale a aussi du poids, contrairement à ce qui s'est passé en 2017 où on nous a un peu marché dessus et où on nous a pas forcément écouté. Cette fois, je pense que nous aurons notre mot à dire. Pour prolonger ce que vous dites, le secrétaire général de l'OTAN dit que la capacité de production de munitions occidentales est inférieure à leur consommation par l'Ukraine. Est-ce qu'il voit juste et est-ce qu'il a eu raison de le dire ? D'abord, je pense qu'il voit mal et qu'il n'aurait jamais dû dire ça. Je pense que c'est une erreur stratégique majeure que d'avoir dit ces choses-là, sur des choses qui peuvent se dire entre alliés, en petit comité, mais sûrement pas sur la place publique. Et Jens Stoltenberg, de ce point de vue-là, a effectivement fait une erreur, je pense, majeure, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on sait pertinemment. C'est donner le point à la Russie ? Je ne vais pas donner le point, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'affirmer nos faiblesses sur la place publique dans des périodes comme celle-là. On est un peu dans la même dialectique que ce que vous évoquiez tout à l'heure avec l'annonce des matériels qu'on livre à l'Ukraine. Est-ce qu'on a besoin de le dire sur la place publique ? Je ne suis pas persuadé. On va continuer à parler de ce sujet puisque, je le disais, c'est à la une de tous nos quotidiens régionaux ce matin et notamment ceux du groupe Centre France. Et on retrouve Julien Bonnefoy à Clermont-Ferrand. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé des opérations spéciales au groupe Centre France, Julien. Et vous revenez d'abord sur cette question dans les territoires du groupe Centre France. Que sont devenus les réfugiés ? Oui, Oriane, et ce sont d'ailleurs les premières pages de ce dossier spécial à retrouver également toute la journée sur nos sites internet et applis. On est retourné voir les réfugiés ukrainiens dans la quinzaine de départements que couvrent les rédactions du groupe Centre France. Beaucoup sont restés. On raconte le soulagement, des moments de vie heureux après avoir fui la guerre, des rencontres, des amitiés, de l'entraide. Des réfugiés qui tentent de s'insérer en France, d'élever leurs enfants, mais on raconte aussi beaucoup de retours en Ukraine. C'est le cas de Natalia, hébergée dans le Puy-de-Dôme il y a 1 an. On l'a vue dépérir, raconte sa famille d'accueil. Elle ne mangeait plus, elle avait des boutons partout sur le visage. Elle pesait à peine 35 kilos en juillet dernier, juillet 2022.
C'est le mal du pays, souvent, mais c'est aussi un sentiment de culpabilité, parfois, une envie de retourner en Ukraine pour défendre les siens face à l'armée russe. Ce sont toutes ces vies, Oriane, à reconstruire que l'on raconte en Auvergne, dans le centre Val-de-Loire, en Bourgogne et en Nouvelle-Aquitaine ce matin dans ce dossier spécial. Et à lire également dans ce dossier spécial, Julien, un bilan militaire et comment la géopolitique bouge avec la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Exactement. En fait, nos interlocuteurs disent 3 choses ce matin dans ce dossier spécial. D'abord, de regarder plus loin, car cette guerre redistribue les rapports de force. Biden a sauté sur l'occasion, nous raconte le géopolitologue Frédéric Ancel. Il a réussi à instaurer un nouveau rapport de force avec les Chinois, qui depuis en rabattent, c'est lui qui le dit. Car oui, le vrai match n'est pas en Ukraine, mais dans l'Indo-Pacifique, et le partenaire de la Chine, la Russie, est le loser. Mais surtout, et c'est Pierre Servan, un des premiers à avoir annoncé l'attaque russe, qui nous le dit ce matin, les Ukrainiens peuvent remporter cette guerre plus vite qu'on ne le croit. Pierre Servan est particulièrement cinglant pour l'armée russe, de type soviétique, dit-il, rigide, sans sous-officiers, sans communication et sans possibilité de numériser le champ de bataille. Cédric Perrin en parlait. Il pense même, Pierre Servan, que l'armée ukrainienne peut déstabiliser le front russe sans même attendre les renforts en armement des Occidentaux. Et cette résistance ukrainienne à Poutine, elle est incarnée et portée parfaitement par Volodymyr Zelensky, dont nous dressons d'ailleurs le portrait en leader très churchillien dans ce dossier aujourd'hui. Mais l'issue de ce conflit, elle est bien incertaine pour l'instant et assez inquiétante. C'est ce qu'on décrit quand on reprend la chronologie, la stratégie et les déclarations de Vladimir Poutine. C'est encore Pierre Servan qui nous le dit dans cet entretien. Le choix que Poutine a fait est celui de l'escalade dans l'horreur, comme l'illustrent les crimes abominables commis par ses troupes. La marche arrière ne peut plus être enclenchée. Cela écarte toute solution diplomatique. Il n'y aura jamais de négociation avec Poutine. Fin de citation. Cédric Perrin, que faire face à Poutine aujourd'hui? Croyez-vous aussi à cette escalade dans l'horreur? Avons-nous été trop naïfs? Et quelle doit être la position de la France désormais dans 7 ans 2 de la guerre? Bon, écoutez, je crois que Pierre Servan a dit tout ce qu'il fallait dire. Trop naïf, je le pense. Mais je pense qu'il faut aussi faire son autocritique. Moi, je suis à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Les pays baltes, notamment, nous alertent depuis des années sur le risque qu'il y a avec la Russie. Et depuis des années, nous leur rétorquons que notre ennemi est plutôt au sud et pas à l'est. Malheureusement, le 24 février dernier, l'ordre mondial a été bouleversé et l'histoire leur a donné raison. Aujourd'hui, contrairement à vous, je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution que de sortir de ce conflit par la négociation, par la diplomatie et par le dialogue. Parce que de toute façon, la Russie est un État doté. Poutine l'a dit à dessein, il a dit on ne peut pas perdre. Donc il faudra, quand je dis on ne peut pas perdre, c'est qu'en fait la dissuasion nucléaire fait qu'aujourd'hui, toutes les opérations militaires qui se succéderont feront qu'à un moment donné, même si la Russie l'emporte, même si l'Ukraine l'emporte, derrière, la Russie demeurera un État doté, un État, j'allais dire, militairement présent et qui saura se reconstruire et peut-être reconstruire aussi sur ses erreurs. Donc il faudra évidemment redialoguer avec la Russie. Je ne parle pas de Poutine, je parle de la Russie, c'est différent. Je ne parle pas du régime de Poutine. Moi, ce que j'espère, c'est que il y a un certain nombre de pays qui sont aussi des pays très puissants, comme la Chine, qui pourraient, je ne sais pas si ce sera envisageable, mais en tout cas entrer dans le dialogue et essayer de trouver des solutions de sortie. Mais c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Biden s'est engouffré dans la brèche et aujourd'hui la domination sur l'Europe est, il faut le dire quand même, particulièrement présente. Je parlais tout à l'heure de l'aspect industrie de la défense, mais c'est aussi une opération beaucoup plus globale. Aujourd'hui, les Américains ont du gaz de schiste, ils n'ont pas de problème économique et ceux qui subissent les problèmes liés notamment à l'embargo sur la Russie, c'est essentiellement les pays occidentaux, les pays européens. Donc combien de temps cette guerre, en tout cas cet état ces difficultés seront soutenables par les pays européens et par les opinions européennes, c'est aussi une question qu'on doit pouvoir poser parce que les manifestations que nous subissons aujourd'hui avec une réforme qui peut-être n'est pas tout à fait arrivée au bon moment sur les retraites, c'est aussi des manifestations qui ont vocation à dire que les gens n'en peuvent plus des augmentations perpétuelles de tout, des difficultés économiques quotidiennes, etc. Il n'y a pas que les retraites derrière tout ça, il y a aussi des difficultés que les Français subissent comme l'ensemble des pays européens. Donc sortir de tout cela nécessitera évidemment, je pense, des négociations, de dialogue, et ce que nous devons aujourd'hui gagner, c'est la paix. Et c'est la guerre pour la paix aujourd'hui.
C'est pas une guerre. Merci beaucoup Cédric Perrin, merci Julien Bonnefoy. On regarde évidemment les unes du groupe Centre-France, on en regarde quelques-unes, celle du Berry républicain, de Lyon républicaine et de La Montagne, toutes les mêmes. 1 an de guerre, c'est le dossier spécial Ukraine des journaux du groupe Centre-France. Merci beaucoup Julien Bonnefoy d'avoir été avec nous et merci Cédric Perrin d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on reparlera évidemment de ces 1 an de guerre en Ukraine, l'analyse de nos experts. On s'interrogera sur l'issue du conflit sur le plan militaire et diplomatique. Et on continue cette édition spéciale 1 an de guerre en Ukraine avec notre prochain invité, c'est Jean-Pierre Raffarin qui nous rejoint.